Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors tout d'abord, mille excuses pour ce retard, ce n'est pas notre habitude. Nous avons eu un petit problème technique sur la partie anglaise du webinaire, donc nous espérons que cette partie anglaise va tenir jusqu'à la fin. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez toujours la revoir en replay. En tout cas, mille excuses pour ce retard de 10 minutes. Nous allons rattraper notre retard en étant particulièrement dynamique et synthétique. Alors, vous savez, nous sommes là pour commenter les chiffres d'affaires, le chiffre et les chiffres d'affaires trimestriels. Et nous commençons traditionnellement par un commentaire au sujet de nos équipes. Parce qu'il est vrai que je me mets à la place des actionnaires qui reçoivent notre lettre et qui se disent, bon, bah, finalement, quoi qu'il advienne dans le groupe, enfin, quoi qu'il advienne en France et en Europe, dans le groupe Thermador, finalement, les choses vont comme un long fleuve tranquille, puisque le chiffre d'affaires croît régulièrement. Eh ben non. Non, c'est pas du tout un long fleuve tranquille, et ce que les équipes vivent au jour le jour, et tout particulièrement depuis ces derniers mois, ce sont des changements très très importants dans les marchés, des volumes qui croissent et qui décroissent très rapidement sur certaines gammes de produits. Et ça provoque auprès de nos équipes des changements radicaux, des difficultés journalières. Donc nous voudrions ce soir, encore une fois, leur rendre hommage parce qu'elles font face à toutes ces difficultés. Et c'est finalement leur travail conjoint qui rend ce résultat et ces chiffres consolidés si stables. Donc, merci à elle. Alors, j'ai coutume dans ces webinaires de remercier nos équipes, mais également nos fournisseurs. Et nous avons eu, de la part d'un client qui nous regarde souvent, une remarque en nous disant, mais finalement, vous ne parlez jamais de nous, clients grossistes. Donc, j'en profite pour saluer Olivier et m'excuser de cet oubli. Nous saluons également nos clients qui sont fidèles, qui nous accompagnent dans ces difficultés, dans ces moments tumultueux. Donc, un grand salut à eux et tout particulièrement aux clients qui nous font l'amitié d'être également actionnaires du groupe. Alors, comme d'habitude, on vous fait aussi une petite synthèse du tableau de la lettre aux actionnaires. Lettre aux actionnaires numéro 108 que vous avez reçu sous format digital ou sous format physique hier ou avant-hier soir. Non, c'était hier soir. C'était hier soir, tout à Le fait, temps passe après vite. bourse. Hier soir après bourse, et donc aujourd'hui par courrier. Donc ce tableau synthétique reprend les deux grands canaux de distribution principaux, le canal grand public, dans lequel nous avons 4 enseignes, et le canal professionnel, où nous avons toutes nos autres filiales. Et vous voyez que les deux canaux, en 2022, à la fin septembre, sont positifs. Le canal grand public légèrement positif, le canal professionnel nettement positif. Patricia, un petit mot sur ce canal grand public légèrement positif? Oui, puisque à fin juin, on était en recul, même s'il y avait de l'inflation. Donc ça voulait dire qu'il y avait des baisses de volume. Et c'est vrai qu'à fin septembre, nous avons un rattrapage qui n'était pas forcément pas prévu dans cette ampleur. Et ce rattrapage est essentiellement dû à Mecafer et Domac, qui sont nos deux filiales qui sont des fournisseurs de groupes électrogènes dans le canal de la grande distribution. Et donc, effectivement, ils font face à une demande importante, et notamment Domac qui est basé sur Vierzon et qui a une forte demande, notamment sur les Drumcom, où elle a en fait un business intéressant. Donc ces deux filiales profitent finalement des demandes d'équipement des ménages en groupe électrogène. Voilà, ces demandes, vous le comprenez, sont liées à la conjoncture et à la crainte qu'ont certains Français de se retrouver sans électricité à un moment donné durant cet hiver qui se présente à nous. Et dans le canal professionnel, nous voyons que la hausse du chiffre d'affaires est de 13,7% depuis le début de l'année, supérieure à l'inflation moyenne. Nous donnons dans la lettre aux actionnaires numéro 108 une estimation de l'inflation moyenne, enfin de la hausse de prix moyenne répercutée à nos clients, et nous donnons une estimation de 11%. Donc nous voyons que le canal professionnel, avec une progression de 13,7%,
a une avance par rapport à des volumes d'une manière générale. Nous reviendrons dans les détails parce que, comme je l'ai dit en préambule, certains produits augmentent très vite en vente et d'autres diminuent. Et puis, dernière colonne de ce tableau synthétique, vous voyez l'écart des chiffres de nos filiales dans ces deux canaux principaux par rapport à 2019. Parce que ça reste quand même une année de référence. Et nous voyons que cet écart est substantiel puisque sur les grandes surfaces de bricolage ou le domaine du grand public de manière plus générale, plus 26,5%, et dans le canal professionnel, plus 54,3%. Donc, globalement, de très bonnes performances en termes de chiffre d'affaires. Un regard sur la croissance organique par trimestre, ça donne une vision d'ensemble sur une longue période. Tout d'abord, remarquons avec plaisir que depuis début 2018, il n'y a eu qu'un seul trimestre négatif, trimestre qui correspond au début de la crise du Covid, souvenez-vous. Nous soulignons dans la lettre aux actionnaires que ce troisième trimestre en progression de plus de 14%, 14,1%, est à relativiser, puisque nous voyons également sur ce graphique que la progression du T3 l'année dernière était relativement faible, ce qui explique, quand on compare les deux, cette progression importante du T3 de cette année. Alors, on a refait un petit calcul différemment en comparant finalement les deux trimestres, deuxième et troisième trimestre 2021 par rapport au deuxième et troisième trimestre 2022, et la progression moyenne est d'environ 10,1%. Ça paraît mieux correspondre à la réalité de la croissance du chiffre d'affaires du groupe sur ces deux derniers trimestres, d'autant plus que ça correspond quasi exactement à la croissance du chiffre d'affaires du groupe depuis le début de l'année, puisque en cumulé depuis le début de l'année, nous sommes en croissance de 10,8%, comme on l'a vu dans le précédent tableau. Un regard sur les logements neufs, et là, nous voyons dans ce graphique quelque chose d'assez étonnant. Rappelez-vous, ça fait plusieurs mois que je vous dis que le nombre de nouveaux permis de construire va diminuer, et pour autant, au mois d'août, ça continue à flamber, alors que les mises en chantier continuent à baisser légèrement. Donc cet écart entre les permis de construire et les mises en chantier, entre le rêve et la réalité, devient quand même assez préoccupant. Quoi qu'il advienne, tous les acteurs du bâtiment aujourd'hui sont d'accord pour dire que les mois qui se présentent à nous en matière de logement neuf risquent d'être difficiles pour diverses raisons, et notamment du fait de la hausse des taux d'intérêt et éventuellement aussi de la baisse du pouvoir d'achat des Français. Nous allons faire face à un marché plus difficile. Je rappelle à cette occasion que les filiales du groupe sont, d'une manière générale, peu exposées au marché du logement neuf. Nous faisons un calcul approximatif qui donne 10% du chiffre consolidé. Deux filiales sont plus exposées, d'ailleurs ça se voit dans le tableau détaillé des chiffres qu'on vous donne dans la lettre numéro 108, deux filiales qui sont Thermacome et PB-Tube, parce qu'elles vendent des produits qui sont prioritairement installés dans les logements neufs. Et sur le troisième trimestre, effectivement, nous voyons qu'elles enregistrent une baisse de leur chiffre d'affaires. Alors que sur les deux premiers trimestres de l'année, ce n'était pas le cas. Donc on voit effectivement déjà dans les chiffres. Bon. Rien d'inquiétant, c'est juste... voilà, c'est vrai que les équipes de ces filiales, entre guillemets, ont l'habitude et gardent quand même un bon optimisme parce que, vous le savez, à la fois PB-Tube et Thermacome développent des solutions de plafond rayonnant qui sont des solutions extrêmement vertueuses pour rafraîchir les bâtiments avec une très faible consommation d'énergie. Un regard également sur les chiffres du marché qui nous sont donnés par nos clients. Donc la première ligne de ce tableau, vous voyez les progressions des grossistes en sanitaire chauffage, mais également des grossistes en matériel électrique. Donc c'est du vert depuis 2021, tous les mois, avec un mois d'août assez dynamique, à plus 6,8, un plus 6,8 qui, nous devons le souligner, ne correspond pas, est inférieur à l'inflation moyenne. Donc quand même, au niveau de nos grossistes sanitaires chauffage et matériel électrique, globalement, des baisses de volume, même si on reste positif en chiffre d'affaires, enfin, s'il reste positif en chiffre d'affaires.
Sur l'indice Brico-Brief qui reprend les éléments des principaux fournisseurs des grandes surfaces de bricolage, nous voyons toujours des chiffres de croissance relativement faibles et là nettement inférieurs à l'inflation. Donc dans les grandes surfaces de bricolage, dans cette grande activité, toujours des baisses de volume. Industrie, nous regardons, nous suivons de près deux indices, les indices PMI. L'indice sur la France montre que nous sommes passés en dessous de 50. Donc cet indice fonctionne de la manière suivante. Quand vous êtes en dessous de 50, ça veut dire que vous rentrez dans une phase de récession par rapport à l'année précédente. Donc nous voyons qu'en France, nous avons franchi cette barre des 50 et que la pente est quand même assez raide. Donc on peut imaginer que dans les mois qui viennent, la situation risque d'être plus difficile encore. Et d'une manière quasi homothétique, nous retrouvons cette tendance sur l'Europe, même un petit peu plus forte. Donc là aussi, ça peut laisser des perspectives quelque part assez sombres sur la demande au niveau des produits industriels, d'une manière générale. Donc sur la partie industrie, nous rappelons, nous avons Sodeco qui est en Belgique, donc elle peut être impactée finalement par cette tendance sur la zone euro. Sur les chiffres 2022, la demande en fait est très forte en termes de projets, donc ça explique la bonne performance de Sodeco. Par contre, il commence à constater des baisses de demande dans des projets qui pourraient se réaliser sur 2023 et un carnet de commandes qui en fait est un peu moins dynamique que sur le premier semestre. Donc on voit déjà en lien avec l'indice PMI sur la zone euro, on voit déjà une petite tendance sur la partie offre à venir. Alors, faits marquants et perspectives. Alors, je suis désolé, il y a eu une sonnerie, mais c'est moi qui ai mis un coup de pied dans la table dans le pied de la table. Donc, ça n'avait rien à voir avec une sonnerie extérieure. Je m'en excuse. Je m'excuse les personnes qui sont dans la régie, parce que ça a dû être surprenant pour eux. Alors, les faits marquants et perspectives, à part cette sonnerie inopinée. Dans le bâtiment, quand même des perspectives positives, puisque nous sommes très impliqués dans la rénovation et la maintenance des bâtiments. Ça représente 80% de l'activité que nous avons dans ce grand marché du bâtiment, et tout particulièrement dans la rénovation énergétique. Et vous savez que cette rénovation énergétique est un véritable enjeu pour la France, pour réduire sa consommation d'énergie, réduire ses émissions de CO2. Et nous sommes un intervenant majeur dans les accessoires autour des pompes à chaleur, mais également sur les chauffe-eau solaires. Donc, on peut dire que sur les 5 prochaines années, sur ces marchés-là, nous avons quand même des perspectives qui sont assez solides. Dans le domaine de l'industrie, Patricia l'a dit pour la Belgique tout à l'heure avec Sodeco, nous constatons un peu la même chose en France. Des consultations pour des projets neufs, des projets de nouvelles usines, de nouvelles lignes de production, finalement à un bas niveau, et des commandes de nos grossistes robinettiers, là aussi que l'on sent prudents, donc des commandes qui ont tendance à baisser. À l'export, nous réalisons depuis le début de l'année une bonne performance de croissance. Cependant, un écart par rapport à ce que nous avons vécu par le passé, puisque si on fait la différence entre la croissance du chiffre d'affaires et l'inflation, voyons que finalement la croissance en volume est de l'ordre de 4%, ce qui peut être relativement modeste par rapport aux ambitions de Safeco. Donc j'en discutais avec Lionel Monroe pas plus tard que cet après-midi. Il explique ça par la difficulté que nous avons de reprendre un rythme de visite soutenu auprès de notre clientèle après cette période de Covid. Ça reste difficile de voyager. Et également par la difficulté que nous avons d'avoir en temps réel une équipe au complet pour visiter nos clients, parce qu'il est aujourd'hui assez difficile de trouver des profils de commerciaux itinérants pour faire ce travail. Donc j'en profite pour saluer ceux qui font partie de cette équipe, les Globetrotters du groupe Thermador, pour leur travail et leur implication dans cette société Safeco et dans le groupe. Au niveau du grand public, les perspectives sont plutôt neutres, puisque nous considérons que l'année 2023 restera difficile du fait de la probable perte de pouvoir d'achat des Français. Donc, mis à part des phénomènes
conjoncturels comme ceux que nous vivons avec Mecafer, Odomac actuellement et les groupes électrogènes, nous ne voyons pas véritablement d'opportunité de très forte croissance dans ce canal grand public. Les approvisionnements, en quelques mots, ça va beaucoup mieux puisque nous sommes livrés plus vite par nos fournisseurs. Et donc, réduction des délais de livraison. Et nous sommes maintenant plus tournés vers des problématiques de ralentissement d'activité que nous constatons du côté de nos clients. Donc, tout le travail de nos services achats actuellement est d'adapter notre niveau de stock, Patricia en reparlera tout à l'heure, par rapport à cette demande qui semble fléchir, sans pour autant faire subir à nos fournisseurs des arrêts trop brutaux, parce qu'il faut quand même qu'on se souvienne qu'on travaille avec eux dans la durée et que nos fournisseurs ont été là quand nous avons eu besoin d'eux au moment de très forte croissance post-Covid. Les marges, très difficiles de nous exprimer actuellement sur la marge commerciale fin d'année, même si nous avons beaucoup de questions autour de ça. Nous avions, en termes de marge commerciale, un petit retard au niveau du semestre côté canal grand public. Donc nos équipes tentent de récupérer ces points de marge perdus du fait de la violence des augmentations de prix et de la difficulté à répercuter les hausses dans ce canal-là. Et nous verrons à la fin de l'année si effectivement elles y sont parvenues. En tout cas, elles sont sur le pont, comme on dit, pour rechercher ces quelques points de marge qui leur manquent. Patricia, tu nous parles du stock ? Oui, donc en lien avec le commentaire de Guillaume sur les approvisionnements, effectivement, les stocks, nous nous retrouvons face à la conjugaison de deux phénomènes. Donc un délai d'approvisionnement qui sont beaucoup plus rapides, notamment avec nos fournisseurs chinois. Et de l'autre côté, une contraction de la demande de la part de nos clients. Donc nos équipes achats sont effectivement confrontées à une volonté de peut-être réduire le niveau des stocks et tout en accompagnant forcément nos fournisseurs pour pas non plus désorganiser nos fournisseurs. Donc tout ça nous donne une valeur de stock à fin septembre qui reste élevée puisque nous sommes sur un 200 jours d'achat consommé. Nous avons effectivement demandé un travail spécifique à nos filiales par rapport à ce niveau de stock. Et nous avons également estimé quel devrait être finalement le stock dans le cadre d'une activité normale, avec ce que nous n'avons pas eu pendant l'année 2020 et 2021. Donc si nous prenons une situation normale et stable en termes d'activité, notre objectif serait d'avoir 190 jours d'achat consommé en stock. Ça peut paraître être une valeur élevée, mais nous rappelons, nous distribuons des produits à des revendeurs, à des grossistes, et nous portons le stock pour nos fabricants avec un engagement de qualité de service vis-à-vis de nos clients. Donc ça nous contraint à avoir les stocks disponibles et nous livrons sous 24, 48 heures, 72 heures, donc très très rapidement. Donc tout cela se traduit par un besoin en fonds de roulement, puisque nous avons le niveau de stock peut rester fort. Donc si on prend notre niveau de stock actuellement, effectivement on a un besoin de fonds de roulement qui est resté élevé. On l'avait vu au 30 juin et l'impact que ça pouvait avoir sur notre trésorerie. Donc avec cet objectif de 190 jours d'achat consommé en stock, notre objectif en termes de besoin en fonds de roulement d'exploitation serait de 35% de notre chiffre d'affaires. Sur la partie, est-ce que tu veux rajouter des éléments sur la partie besoin en fonds de roulement? Non, c'est parfait, je pense que c'est clair, mais bon, après, il y aura peut-être d'autres questions, puisqu'on a eu beaucoup d'échanges avec des actionnaires, des investisseurs sur ces éléments. Donc c'est ce qui nous a conduit dans notre lettre aux actionnaires à donner un peu plus d'éléments chiffrés. Oui, mais pour préciser et expliquer la raison de cette précision, c'est que les analystes qui travaillent sur notre titre prennent en compte effectivement des estimations de besoins en fonds de roulement à long terme
pour valoriser l'entreprise. Donc, ça fait partie de C'est leur la notion. calcul et ils ont besoin de notre part de quelques éclairages. Voilà, Et ça, puis on peut expliquer aussi qu'on avait effectivement un niveau de stock élevé à fin décembre et qu'on a retrouvé ce niveau de stock élevé à fin juin. Voilà. Et donc, quelque part, on donne un peu un fil conducteur par rapport à la fin de l'année et un travail de la part des équipes achats qui n'est pas facilité au jour le jour. Nous allons passer sur les projets immobiliers, puisque nous continuons d'investir sur notre parc immobilier. Donc, au niveau des projets immobiliers, nous finissons l'équipement de bureaux à la fois pour l'équipe de Thermador Group et l'équipe d'Opaline. Donc ça, c'est un projet qui s'est déroulé sur 2022. Ce projet est impactant puisqu'on est sur un vieux bâtiment, donc des années 90, sur lequel nous travaillons sur l'amélioration de la performance énergétique de ce bâtiment en mettant en place des produits du groupe, puisqu'il y a le plafond, la solution plafond rayonnant de Thermacome. Nous avons changé le mode de chauffage et nous suivrons avec précision l'évolution des consommations énergétiques de ce bâtiment, puisque c'est aussi un peu un cas pilote au niveau du groupe pour voir comment nous pouvons améliorer la performance énergétique de nos bâtiments. Nous avons également, en lien avec notre parc immobilier, réalisé 6 audits énergétiques. Ça représente plus de 50% de notre parc immobilier. L'objectif, c'est d'identifier des scénarios pour baisser les consommations énergétiques de ces bâtiments. Ça s'inscrit également dans le cadre du décret tertiaire avec une trajectoire en 2030 de réduction de nos consommations de 40%. Donc, une étude approfondie a été faite avec des investissements qui ont été identifiés et nous allons donc accélérer en fait les projets pour améliorer la performance de ces bâtiments avec finalement un retour sur investissement qui va peut-être être plus rapide, puisque si on le rapporte à l'évolution du coût de l'énergie, d'ailleurs je pense qu'on en a parlé dans notre lettre aux actionnaires également, avec l'augmentation du coût de l'énergie, finalement ces financements vont se révéler beaucoup plus rapidement amortissables. Et nous étudierons également les financements verts. Nous avons quelques propositions de nos banquiers. Nous regarderons si ces investissements immobiliers peuvent être financés dans le cadre de ces financements verts. Donc ça, c'est plutôt des projets pour 2023, puisqu'il nous faut finaliser en fait les études d'impact pour ces bâtiments. Je vais passer ensuite sur la logistique de FG Inox, c'est aussi en lien. Excuse-moi, tu as parlé du coût de l'énergie pour le groupe? J'ai parlé du coût de l'énergie, oui, puisqu'on avait eu cette question-là début septembre. Donc pour rappel, on est sur en fait un contrat qui avait duré 2 ans, donc il se finit fin décembre 2022. Donc, nous avions un coût fixe de l'énergie avec le fournisseur Eni et nous sommes en négociation pour signer un nouveau contrat pour fixer le prix de l'énergie à la fois sur l'électricité et le gaz. Et pour l'instant, les appels d'offres que nous avons multiplient par 4 le coût de l'énergie. Donc ça représente un impact, le surcoût représente un impact de 750 000 €. Je crois qu'on avait une question de Monsieur Jean-Loup, c'est ça? Oui, ça répond à sa question. Ça répond à sa question, tout à fait. Alors, logistique FG Inox. Donc effectivement, c'est aussi en lien avec les projets immobiliers, puisqu'on avait un projet immobilier qui s'est terminé donc sur juin 2022. Donc l'équipe logistique de FG Inox a quitté en fait l'entrepôt qu'il louait pour revenir nous rejoindre sur Saint-Quentin-Fallavier. Donc ça, c'était au 1er juillet. Donc ça a été un projet impactant puisqu'il y avait un déménagement qui s'est bien passé. Donc l'équipe logistique maintenant travaille sur tout en digital, avec une préparation de commandes tout en digital, avec une préparation également sur des engins de manutention, alors qu'avant c'était quand même très, on va dire très manuel. Donc on peut féliciter l'équipe FG Inox de cette adaptation. Ensuite, toujours en lien avec la logistique de FG Inox, on a mis en place un système de préparation de commandes automatisées, donc fourni par un fabricant français Savoie,
Donc ce système était un nouveau challenge pour le groupe, puisqu'il n'avait été installé nulle part dans aucun de nos bâtiments. Donc ce système de préparation de commandes, c'est plus de 9600 bacs. Ça permet de traiter à peu près, pour l'instant, 50% des références. Et nous allons continuer donc, à travailler sur la productivité, à l'augmentation de la productivité de cette installation. C'est un projet qui réunissait à la fois l'équipe FG Inox, qui faisait travailler donc l'équipe informatique, puisqu'il a fallu faire parler et notre informatique et l'informatique de ce système de préparation de commandes automatisée. Et c'était un projet sous la supervision d'Anaïs Deragopian, qui est notre directrice de la supply chain. Le travail n'est pas terminé, on le sait, mais on peut quand même féliciter, puisque c'était un travail un peu pluridisciplinaire. Et ça a montré aussi la capacité de notre ERP à communiquer avec des systèmes automatisés. Donc après, une fois qu'on aura stabilisé notre productivité, puisque de cette productivité dépend le retour sur investissement, une fois que ça sera stabilisé, on pourra étudier d'autres bâtiments à équiper pour toujours chercher plus d'optimisation au niveau de la productivité. Voilà, et donc après ce saut technologique en logistique, nous allons, d'une manière tout à fait exceptionnelle, vous parler du cours de bourse. Alors, ce n'est pas du tout notre habitude. Le saut, on le veut dans quel sens, celui-là Justement, c'est ce que nous allons commenter, et ça va répondre à une des questions de Monsieur Haroche, cher Claude, qu'on connaît depuis longtemps, et qui s'étonne que nous n'ayons pas communiqué sur cette baisse du titre. Et bien donc je vais le faire ce soir pour me faire pardonner de n'avoir rien dit jusqu'à présent, depuis le mois de juillet. Et donc voilà, ce que j'ai voulu vous montrer au travers de cette courbe. Alors cette courbe, elle est sur 5 ans. Et vous voyez sur cette courbe à la fois Thermador Group, le CAC 40, le CAC Mid and Small, et deux sociétés que nous aimons bien. Une parce que nous connaissons les dirigeants et nous trouvons, en plus c'est un client. Et c'est une société locale qui est particulièrement impliquée dans la rénovation énergétique, puisqu'elle vend aussi des matériaux pour le premier œuvre du bâtiment, la société SAMC, et la société Somfy, qui est aussi une société de la région, leader mondial, très renommée. Voilà, on a voulu vous montrer ces sociétés et comparativement les parcours boursiers des uns et des autres. Et donc vous voyez qu'aujourd'hui la tourmente que traverse le titre Thermador depuis quelques mois est en fait une tourmente de conjoncture. Ça n'a pas grand-chose à voir avec la qualité des résultats du groupe, ou la solidité du groupe, ou la stratégie, ou la communication. Ça a à voir avec la conjoncture. Alors, deux phénomènes qui sont spécifiques. Nous sommes une valeur moyenne, avec un nombre de titres échangés tous les jours relativement modeste. Nous échangeons en moyenne sur l'année à peu près 8000 titres par jour, à la fois sur Euronext, mais également sur d'autres plateformes. Et pour des investisseurs institutionnels, ces volumes sont relativement faibles. Et donc, en période de forte turbulence, ils préfèrent éventuellement se repositionner sur des grandes sociétés de manière à avoir des volumes plus importants et pour pouvoir arbitrer plus rapidement. Donc, les valeurs moyennes sont, d'une manière générale, en ce moment pénalisées. Pour prendre un langage d'investisseurs institutionnels, nous constatons une décollecte d'argent sur les valeurs moyennes depuis quelques mois. Ce qui explique que à la fois Somfy, société de grande qualité, SAMC ou le groupe Thermador chutent en matière de cours de bourse. Un autre phénomène également qui nous touche, ces trois sociétés régionales, c'est le fait que nous soyons liés de près ou de loin au marché du bâtiment, marché qui est particulièrement inquiétant pour les investisseurs, et ceci explique cela. Cela étant, et malgré ça, quand on nous compare sur une grande période, 5 ans, on va dire qu'en bourse c'est du court terme, ou court-moyen terme, nous voyons que nous sommes toutefois
au-dessus des performances du CAC 40 et bien au-dessus des performances du CAC Mid and Small. Le CAC Mid and Small regroupe des valeurs moyennes et de petite taille. Donc, pour conclure, je voudrais quand même rajouter que cette période de cours de bourse plus bas, c'est l'occasion pour certains actionnaires de vendre, mais c'est aussi l'occasion pour certains actionnaires d'acheter. Et nous regardons tout particulièrement ceux qui achètent en ce moment. Et je voudrais faire un petit clin d'œil à Rainer, qui est un actionnaire institutionnel qui nous suit depuis quelques temps et qui trouvait que le titre était un peu haut et qui a pris cette occasion pour devenir actionnaire du groupe. Donc vous voyez, pour certains, cette baisse du titre est une opportunité pour initier une ligne et nous espérons que nous ferons un très très long parcours avec Rainer, qui est un actionnaire allemand et que nous saluons puisque je sais qu'il est présent sur ce webinaire. Donc pour conclure et rappeler un petit adage qui est dans la tête des actionnaires individuels, mais également des actionnaires institutionnels, il faut acheter au son du canon, et nous sommes actuellement en pleine guerre économique, et vendre au son du clairon. Donc gardons bien ça en tête, je pense que ce n'est pas le moment de paniquer pour ceux qui ont des portefeuilles boursiers. Voilà, c'était mon avis personnel, et nous allons maintenant répondre à vos questions. Alors, on va commencer par la question de Claude qui nous demande, qui nous dit tiens, il y a des bruits sur Internet. Sur la toile. Oui, il y a les forums qui bruissent au sujet de cette acquisition que nous annonçons comme probable et qui disent que c'est une éventuelle installation en Afrique. Non. Voilà, je vais être clair, non. Et puis, on va arrêter ce soir le jeu des questions-réponses sur cette opportunité probable, parce que vous savez que la communication à ce sujet est extrêmement réglementée. Vous pouvez aller voir sur le site de l'AMF, Market Abuse Regulation, est une réglementation très stricte qui nous impose une discipline très précise sur l'annonce de ce type d'événement, puisque potentiellement ça peut avoir un impact sur le cours de bourse. Donc, non, ce n'est pas en Afrique. Non, je ne dirai plus rien ce soir sur cette acquisition, de manière à pas vous mettre en position d'initié, ce qui serait extrêmement désagréable pour vous. On peut peut-être prendre la deuxième question de Claude Arroche, parce que je pense qu'il y a une confusion sur... effectivement, nous avons présenté le chiffre d'affaires avec le canal professionnel et le canal grand public. Donc derrière, c'est une présentation du chiffre d'affaires, parce qu'on a des canaux de distribution, mais ça n'affecte en rien notre organisation. Nous restons organisés en filiales, décentralisés, et il n'y a pas eu en fait de création de direction du négoce professionnel ou du négoce grand public. Voilà, donc nos filiales restent indépendantes, décentralisées. Nous n'avons rien changé dans l'organisation, dans la gouvernance de nos filiales. C'est juste une présentation. Alors, la troisième question de François, que vous pouvez lire comme moi sur l'onglet questions. Expliquez-moi en quoi Thermador est concerné par la guerre en Ukraine. Je préférais que le groupe ne prenne pas parti dans ce conflit, où la culpabilité est très répartie. Je ne vois pas de rapport entre l'activité de Thermador et ce conflit. On se tire une balle dans le pied. Donc, je pense que François n'a pas du tout apprécié le communiqué de presse que nous avons fait quand cette guerre a commencé. Je suis désolé, mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous, François, et je ne regrette absolument pas d'avoir été à l'initiative de ce communiqué de presse. Je pense que face à des événements mondiaux qui impliquent à la fois la France mais le monde entier, c'est le devoir des entreprises à un moment donné de prendre position. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, l'argent a une odeur je préfère effectivement m'exprimer et nous avons pris toutes les mesures pour éviter éventuellement, parce qu'on ne voudrait pas du tout que ça arrive, d'alimenter l'effort de guerre de la Russie. Pour le dire d'une manière différente, je préfère très clairement être un citoyen français qu'un citoyen russe. Si on me demandait de choisir entre la citoyenneté
française, américaine ou russe, je choisirais la française, et si je n'avais le choix qu'entre l'américaine et la russe, je choisirais l'américaine, même si on ne peut pas dire que les Américains soient toujours totalement exemplaires dans leur façon de voir le monde, y compris les pays de l'OTAN. Mais pour autant, là, je trouve que, contrairement à ce que vous dites, la culpabilité n'est pas très répartie. La culpabilité, de mon point de vue, est nettement du côté de l'agresseur. Et j'en termine sur ce sujet un petit peu polémique, mais j'ai préféré donner mon avis. Jean-Pierre Marc, donc on a une question, peut-on dresser le portrait robot de la prochaine acquisition? Donc je pense qu'on va s'en tenir aux commentaires que l'on a fait. Donc on n'en dira pas plus ce soir. Après, pour rappel, on est dans on est dans un groupe de distribution. Voilà. Donc on peut pas, voilà, on ne commentera pas plus. Alors, ce que dit Patricia, c'est qu'il est là aussi très probable que ça soit une société de distribution. Parce que comme on l'a... Quand on nous demande de décrire les cibles, effectivement, et si on prend le passé, toutes les sociétés qu'on a pu acquérir sont des sociétés qui sont en fait dans la distribution. Voilà. Alors, la rénovation devrait voir sa croissance ralentie au T4 en raison de la forte augmentation des coûts. Est-ce que l'on peut raisonnablement tabler sur l'interdiction de louer des passoires thermiques en 2025 pour rebooster le secteur? Sincèrement, Claude, je ne pense pas qu'il y ait un coup d'arrêt au T4 du fait de l'augmentation des coûts. Ne nous cachons pas la vérité. MaPrimeRénov' est financée par les citoyens et aussi par les générations futures pour le bien actuel et éviter d'émettre trop de CO2 au niveau des bâtiments. Donc cette rénovation énergétique, elle va rester dynamique au T4 et comme nous l'avons dit, nous pensons que ça restera dynamique malgré l'augmentation des coûts encore pendant quelques années. Alors, je continue. Donc on était sur... J'envisage de refaire ma salle de bain vieille de 20 ans. Mes artisans sont incapables de me garantir un devis valable à plus d'un mois. Selon eux, toutes les matières premières explosent. Verre, carrelage, robinetterie. Que va-t-il se produire chez vous? Augmentation des prix, marge client. Alors, l'augmentation des prix, on a déjà eu. on a communiqué dans cette lettre aux actionnaires et c'est vrai qu'elle est extrêmement élevée puisque nous avons fait une augmentation des prix moyenne sur l'intégralité de 75 000 articles sur plusieurs mois et sur plusieurs filiales, et nous arrivons à une augmentation moyenne de 11%, qui est supérieure à l'inflation telle qu'elle est décrite par l'INSEE. Et il est vrai, quand les artisans vous disent qu'ils subissent des augmentations très fortes, c'est une réalité, parce que 11% dans notre profession, ce n'est pas forcément un taux très élevé par rapport à certains matériels qui ont subi des augmentations bien supérieures. Il n'y a pas que la partie matérielle, puisque si on prend le verre, il y a aussi une partie liée au coût de l'énergie. Donc effectivement, on peut comprendre que les artisans soient confrontés à des augmentations de prix. Donc nous, on en a eu quand même beaucoup sur le premier semestre. Après, on a la question, est-ce que vous anticipez sur 2023? Est-ce que vous pensez qu'il y aura encore de l'inflation? On pense effectivement qu'on aura encore de l'inflation sur 2023. Compte tenu il y aura un impact coût de l'énergie. Et après, j'ai vu un commentaire et également par rapport à, puisqu'on a 35% de nos achats en dollars, donc il y aura un impact de devise et donc des augmentations de prix à répercuter, qu'on aura de la part de nos fournisseurs. Donc ce que je vous conseille, effectivement, si vous avez des travaux de rénovation à faire chez vous, c'est d'essayer de trouver plusieurs artisans, 1, 2 ou 3. Pas la peine de faire coter des devis à 10 personnes, mais essayer de faire jouer la concurrence dans la mesure du possible, de manière à éviter les abus. Mais en tout cas, en ce qui concerne le groupe Thermador et nos clients d'une manière générale et les installateurs, on ne peut pas dire que ça soit une aubaine pour augmenter les marges commerciales. C'est plutôt une difficulté pour eux, pour les répercuter, parce qu'on n'a jamais vu des hausses aussi violentes. Alors on a eu encore une question sur l'acquisition, mais comme je l'ai dit, là on va arrêter d'en parler pour être quand même conforme à la réglementation. Claude revient sur le titre, donc il cotait 101 € en 2021, aujourd'hui 76, 24% de baisse en 10 mois. Nous, actionnaires individuels, attendions
une plus grande proximité, de la transparence, plus d'échanges de la part de l'entreprise, surtout en période de crise. Or, depuis votre dernier webinaire en juillet, on ne vous a pas entendu ni vu ni lu. Pourquoi? Bah, on communique auprès de vous tous les trimestres, sauf événement qui est propre au groupe. On se dispense de faire de la surcommunication pour pas non plus vous raser ou vous lasser. Et c'est vrai que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ces variations du cours de bourse sont plus liées à une conjoncture qu'au groupe Thermador. Donc, quand nous ne communiquons pas dans le groupe Thermador, je dirais que les choses se déroulent d'une manière relativement normale, sans événement majeur. Si nous avions quand même quelque chose à dire qui concerne particulièrement le groupe Thermador, bien évidemment, nous reviendrions vers vous. Charles qui nous demande, avez-vous des projets d'extension d'entrepôt pour 2023-2024? Quel montant d'investissement prévu, le cas échéant? Alors, la patronne de Telly, que nous dit la patronne de Telly? Telly, c'est la société la société civile immobilière du groupe. La patronne de Telly vous dit que sur 2023, on va travailler essentiellement la partie amélioration des bâtiments existants et on va travailler la rénovation ou l'amélioration des performances énergétiques de nos bâtiments. Dans les gros projets que nous avons, il y en a un en lien avec Thermador, puisque Thermador est en forte croissance liée à la rénovation énergétique. Donc ils travaillent actuellement avec un cabinet de conseil pour voir comment faire évoluer leur logistique. Mais pour l'instant, on n'a pas de projet particulier, pas de construction. On va, je pense, un peu stabiliser, puisqu'on a fait quand même beaucoup d'investissements sur les 3 dernières années. Donc on va un peu stabiliser le niveau des investissements sur la partie immobilière et puis travailler sur l'optimisation, ce que je disais, des coûts énergétiques par bâtiment. Il y avait une question aussi sur la politique zéro Covid en Chine, vous gêne-t-elle? Y a-t-il toujours des tensions sur le prix des containers? Donc la politique zéro Covid en Chine, est-ce qu'elle ne nous gêne pas forcément, puisqu'on voit qu'on a une amélioration des délais de livraison de la part de nos fournisseurs chinois. Donc nous ne pouvons pas conclure que nous sommes gênés. Par contre, y a-t-il toujours des tensions sur le prix des containers? On peut constater, nous constatons une baisse des prix des containers. Alors on n'a pas forcément retrouvé le prix, on va dire, de 2019-2020. Mais par contre, on a en fait une baisse de ces prix, de ces prix des containers. Et on commence à voir, et également, comme il y a en fait moins de demandes, la Chine livre plus vite et il y a plus de porte-containers de disponibles. Donc ça se fluidifie et donc c'est un peu mieux organisé. Ce qui nous facilite un peu plus la vie en termes de réception de marchandises. Alors, avez-vous des projets d'extension? On y a répondu. Claude, le mot de la fin, vous avez affiché dans la rubrique analyse de votre site, Ports en part et CIC. Oui, je pense que c'est une erreur qui va être corrigée de la part de le surcoût de l'énergie. On en a parlé. C'est bien en base, ouais, c'est bien en base annuelle, ouais, tout à fait. Une base annuelle. Après, ce coût d'énergie, on est parti sur les mêmes consommations que 2022. Donc effectivement, toutes nos filiales travaillent sur la sobriété énergétique avec des réductions de température. Comme on a déjà les audits énergétiques, il y a quand même des premières recommandations qui peuvent être mises en place tout de suite. Donc notre objectif, c'est de travailler sur les deux aspects, c'est-à-dire que, on va négocier nos prix du mieux que l'on peut compte tenu du contexte, et de l'autre côté, ce qu'on va faire, c'est de travailler sur la réduction de nos consommations. Ne serait-il pas pertinent de mettre à profit la conjoncture boursière actuelle pour procéder à des rachats d'actions pour annulation? Cela permettrait notamment de reluer à bon compte les actionnaires de long terme. Alors, nous ne l'avons jamais fait, nous n'avons pas l'intention de le faire à court terme pour 2 raisons, et surtout il s'agit d'annuler les titres. Comme je le disais tout à l'heure, nous cherchons plutôt, nous, valeurs moyennes, à augmenter la liquidité. Donc si vous retirez des titres du marché et que vous les annulez, ça a plutôt tendance à terme à diminuer la liquidité, ce que nous ne souhaitons pas faire.
La deuxième raison est plus opérationnelle. Nous avons actuellement beaucoup de projets. Nos filiales sont très demandeuses de projets, à la fois structurants, projets IT ou d'autres. Et nous préférons, ou stock, on en a parlé tout à l'heure, et nous préférons réserver notre stock, notre cash, à ces projets opérationnels. Vous faites de la RSE aussi naturellement que Monsieur Jourdain faisait de la prose. Pardon, vous avez toujours brillé dans les classements Gaïa ou autres. Or, vous avez nommé une directrice de la RSE récemment. Pourquoi? J'en profite pour saluer Caroline, hein, qui nous a rejoint début juin, 1er juin. Pourquoi? Parce que ce qui nous arrive actuellement en termes de réglementation européenne, réglementation française, de devoir de conformité est tellement énorme que nous devons absolument avoir au sein du groupe Thermador une équipe experte, spécialisée, pour assister les filiales à monter en compétences et à tenir les objectifs. Et également, nous devons absolument avoir une spécialiste pour nous aider au niveau de la direction du groupe à voir un peu plus loin et nous projeter pour être, je dirais, conforme à ce que les parties prenantes attendent de nous en matière de RSE. Donc si nous avons recruté une directrice du développement durable, c'est véritablement pour toujours rester en pointe sur ces sujets et ne pas perdre le fil dans une problématique qui devient de plus en plus complexe. Alors, quel est l'effet une question de Thierry Collat, quel est l'effet de l'inflation sur vos coûts fixes hors énergie et sur la masse salariale par exemple? Effectivement, dans nos coûts fixes, alors, le premier poste c'est la masse salariale, le deuxième c'est le transport sur vente. Sur la partie masse salariale, c'est vrai que nous avons été très vigilants sur les évolutions de salaire depuis le début de l'année. Et donc nous suivons ce sujet-là, même si c'est un sujet qui est décentralisé, puisque les ressources humaines sont de la responsabilité des dirigeants opérationnels en filiale. Nous sommes très vigilants sur le fait que nos salariés ne perdent pas de pouvoir d'achat. Donc on a dans certaines filiales 2 augmentations de salaire et nous continuons d'étudier aussi des mécanismes tels que la prime pour le partage de la valeur et le forfait de mobilité durable avec des objectifs de covoiturage. Donc on travaille en fait des différents sujets pour assurer un pouvoir d'achat qui soit maintenu pour nos salariés. Alors, une question de Thierry. Par contre, avec les problèmes au Royaume-Uni, livre en baisse, problème de taux, si un concurrent se trouvait en difficulté, serait-il une occasion de rentrer sur ce marché en effectuant un rachat? Très sincèrement, je trouve que le Royaume-Uni est actuellement dans une phase difficile. Je serais quand même si une opportunité se présentait, nous serions quand même assez vigilants sur l'instabilité économique que traverse ce pays. C'est vrai que la dégradation très très forte de leur monnaie provoque une inflation chez eux sur les produits importés qui plonge entre autres l'Angleterre dans des difficultés économiques notoires. Donc je ne pense pas sincèrement que des opportunités se présentent et nous n'allons pas forcément en chercher à court terme. Il y a une autre raison, il est quand même beaucoup plus simple de travailler au sein de l'Europe que d'avoir un pays qui est aujourd'hui hors Europe. Et donc si on devait arbitrer entre des sociétés possibles au sein de la communauté européenne ou en Angleterre, très clairement, l'arbitrage irait au sein de la communauté européenne. Après, nous avons une question de Damien, puisque effectivement, lors du dernier séminaire, enfin du dernier webinaire, nous avons eu une question de la part d'un analyste ESG, donc c'était Moody's. Nous avons eu en fait un actionnaire, un investisseur institutionnel qui nous a fait part donc d'une notation.
de la part de Moody's, qui n'était pas une bonne, Qui était une mauvaise une note. mauvaise note. On peut dire une Alors, mauvaise note, tout à peut-être que fait. tu peux préciser que Moody's est une entreprise américaine qui a racheté le Vigeo, ouais, français Vigeo Eiris, ouais. Vigeo. Vigeo Eiris, en fait, c'était une analyste, c'est une société de notation financière française qui a été rachetée effectivement par Moody's, un groupe américain. Et dans ce cadre, donc, nous avons une notation comme certains de nos clients, comme certains de nos fournisseurs. Donc, nous avons pris contact effectivement avec Moody's. Nous avons échangé donc, avec l'analyste qui a fait l'évaluation de Thermador. Effectivement, la note était mauvaise. Et là, c'était une note 2020. Donc là, il va y avoir une révision de notre note puisque notre DU 2021 est quand même sorti depuis un certain temps. Donc on va avoir une nouvelle note. On pense quand même qu'elle va être améliorée puisque notre déclaration de performance extra-financière avait été améliorée. Nous avions une trajectoire avec des indicateurs, 19 au total, 2025-2030. Donc effectivement, ça montrait un engagement. On avait avancé sur notre bilan Scope 3. Donc tout ça, ce sont des éléments positifs. Voilà. Et donc on va continuer de travailler avec l'analyse pour comprendre, pour voir le mécanisme d'évaluation. Ce qui est quand même à noter, c'est que Moody's veut absolument en fait avoir toute la documentation. Il faut que tous les documents, toutes les évaluations, toutes les données soient publiques. Donc il faut à nouveau publier peut-être plus de données pour permettre à ces agences de mieux nous évaluer. Voilà, ça explique en partie la question précédente, hein, puisque pour être vraiment au point, pour répondre à tous ces questionnaires et être partie prenante avec les analystes extra-financiers, c'est bien aussi d'avoir une équipe spécialisée pour le faire, parce que c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail. Et plus que le fond, il y a aussi beaucoup de questions de forme, parce qu'un analyste extra-financier qui cherche à noter votre entreprise, s'il ne trouve pas l'information, il va forcément mettre la note la plus basse. Pour autant, ça ne veut pas dire que forcément votre entreprise ne fait pas cette action ou est très mauvaise dans tel ou tel point. Mais si l'information n'est pas accessible comme l'entend ou l'attend l'analyste, les notes sont mauvaises. Donc ça va nous donner l'occasion de plus échanger avec Moody's, ex-Vigeo, pour adapter également notre déclaration de performance financière à leurs demandes. Et après, il y avait aussi un point, c'est sur le fait qu'on soit très décentralisé. Donc l'évaluation a porté sur Thermador Group. Et l'interrogation de l'analyste, c'est de par notre organisation, est-ce que finalement toutes les actions et tous les objectifs fixés au niveau de Thermador Group, est-ce qu'elles se retrouvent bien dans nos filiales? Donc la façon dont on fonctionne, effectivement, on a un comité exécutif qui est très investi sur le sujet. Toutes les décisions, tous les plans d'action sont en fait les plans d'action de nos différentes filiales. Donc on a une vraie osmose par rapport à ça. Donc c'est peut-être dans la façon de communiquer que ça n'a pas été suffisamment perçu. Donc on va effectivement parler plus de la part contributrice de chaque filiale dans les actions, dans les objectifs. Donc on va être beaucoup plus peut-être clair sur cette partie-là. Comment se porte Aello? Comment se porte Aello? La croissance est-elle en volume ou en prix? Un peu des deux, merci. Alors, quand vous regardez dans notre lettre aux actionnaires, Aello, qui a été depuis le départ une société qui faisait des croissances absolument incroyables, on voit effectivement que depuis le début de l'année, la croissance est plus, on va dire, raisonnable. Puisque nous nous trouvons avec 5,4, non, c'est ça? ouais, 5,4%. Donc à 5,4% de croissance, il est clair que Aello a plus de croissance sur l'inflation que sur les volumes. On peut même parler globalement d'une réduction de volume. Je pense que c'est une étape qui est essentielle et nécessaire pour Aello, qui a aussi besoin de se structurer, de s'organiser, parce que c'est une société qui a cru tellement vite qu'à un moment donné, un petit moment de pause est nécessaire. Donc pas d'inquiétude. En revanche, là aussi, les perspectives du marché de la piscine
sur 2023 sont moins bonnes que celles qu'on avait sur 2022. Mais les signaux que nous avons des grands clients installateurs sont plutôt des signaux quand même positifs. Donc ils ont toujours des projets et l'année 2023 sera manifestement toujours dynamique, même si nous ne connaîtrons pas sans doute les niveaux de croissance que nous avons connus. Alors, dernière question, l'inflation étant plus élevée dans d'autres pays de l'UE, y a-t-il des tensions en fonction des pays au niveau des clients? Particuliers, baisse des demandes? Alors, effectivement, je reviens sur votre question me remet en mémoire une discussion que j'ai eue juste cet après-midi avec Lionel Monroe, qui est le directeur général de Safeco. Dans certains pays où l'inflation est au-delà de 10%, dans certains cas 15%, ça a manifestement un impact fort sur l'activité. Et ça peut aussi expliquer en partie les difficultés retrouvées par l'équipe de Safeco pour aller chercher de la croissance supplémentaire. Et d'ailleurs, dans les perspectives des institutions économiques internationales, on voit que les perspectives, même si elles ne sont pas extraordinaires pour la France, sont légèrement meilleures en France que dans d'autres pays d'Europe où l'inflation est plus forte. Donc nous avons maintenu un niveau d'inflation relativement raisonnable en France, ce qui nous permet d'imaginer quelque chose de moins mauvais par rapport à d'autres pays. Donc effectivement, des impacts. Il est 19h07, ça fait exactement 1 heure que nous parlons, avec 10 minutes de retard que nous n'avons pas réussi à rattraper. C'est vrai que vos questions ont été nombreuses. Donc il nous reste à vous remercier pour votre présence, votre fidélité et ces nombreuses questions. Et puis à vous souhaiter une excellente fin de journée, un très bon week-end. Et nous nous retrouvons lors du prochain webinaire qui se déroulera à l'occasion de la publication des résultats. Des résultats sauf événement. Voilà, sauf événement particulier, particulièrement lié au groupe Thermador. Donc rendez-vous pour le prochain webinaire au mois de février pour le commentaire sur les résultats et plutôt si nécessaire, bien évidemment. N'hésitez pas si vous avez des questions. Enfin, vous avez la boîte mail et sans souci, nous y répondrons. Donc nous avions signalé quand même notre présence à Investir Day. Donc le 29 novembre, nous serons sur Paris à l'occasion du salon Investir Day qui se déroule au Carrousel du Louvre. Donc ça, c'est la prochaine rencontre avec les actionnaires individuels. Voilà, et nous sommes particulièrement soutenus par notre société de communication. Opaline, c'est vrai. Opaline. Voilà. Qui sont derrière l'écran. Qui sont en régie pour organiser ces webinaires. Et qui seront là avec nous. Voilà, et qui ont, en dehors de leur aspect, enfin de leur qualité professionnelle, ont une qualité que nous avons moins avec Patricia, c'est qu'ils sont extrêmement jeunes. Donc vous aurez le plaisir de les revoir sur Investir Day. Merci à tous et bonne soirée. Merci, bonne soirée.